T'as déjà vu un vampire? Non. Bon, alors Primo, ils ont rien de romantique, tu vois? Ce sont pas des bandes de pauvres fiottes hyper chicos qui se la jouent super dandy et qui séduisent leur monde avec un accent qui vient d'on ne sait trop où. Après son Los Angeles 2013 et les rumeurs malheureuses sur son état de santé, il ne faut attendre que 2 ans avant que non seulement notre réalisateur revienne sur grand écran, mais en plus avec une rage et une violence plus que bienvenue alors qu'il pensait abandonner le cinéma, ne trouvant plus son métier très marrant. Vampire est d'abord proposé à Russell Mulcahy et aurait eu Patrick Swayze en acteur principal. Le Carpenter que l'on aime, sans concession, au scope parfait, revient donc et ne raconte qu'une histoire fantastique, sans autre forme de message derrière. C'est bon, feu à volonté! Bref, un retour aux sources, celui de réalisateur de films d'horreur, en s'attaquant à la mythologie du vampire basée sur un roman de John Stickley et un scénario de Don Jacoby qui avait travaillé sur Le Tonnerre de feu de John Badham, Philadelphia Experiment de Stewart Raffield, Le Justicier de minuit de Michael Winner, pour la canon le Life Force et Invasion vers Mars de Tobe Hooper, Arachnophobie de Frank Marshall ou Évolution d'Ivan Reitman. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On propose 2 scénars, un Carpenter, l'autre est de Dan Mazur, basé sur le livre aussi, mais il préfère celui de Jacoby. Il va en réécrire une grosse partie et dit, je cite, « Mes vampires sont des créatures sauvages, il n'y a pas de solitude rêveuse dans leur existence, ils sont trop occupés à déchirer les gens. » Il va s'occuper aussi donc de la relation amoureuse entre Katrina et Montoya, c'est tout de lui, et bien sûr du passif de Jack Crow, le héros. Alors comment être créatif et original en 1998 sur une histoire de vampire? Eh bien en étant sans concession, violent, brutal et drôle. Crève, espèce de salopard! Putain, tu vas crever, oui! Des effets spéciaux en direct et tout aussi brutaux, avec des morts de vampires qui diffèrent à chaque fois et nous explosent la rétine. Même si sur photo notre Big John a pris un coup de vieux, il en a encore sous le pied le bonhomme, et tout en s'entourant de son équipe régulière va prouver qu'il reste le réalisateur de films de genre, l'un des meilleurs. Un taudis mexicain comme les autres. Le petit nid parfait. Carpenter va nous placer l'histoire à Santa Fe au Nouveau-Mexique, ce qui fait de son film le plus proche du western jamais fait par lui visuellement parlant. Jack Crow en est le héros, un chasseur de vampires travaillant pour l'église avec une équipe de mercenaires que l'on croirait sortie d'un film de Sam Peckinpah. Son ami et collègue Montoya va se faire mordre par la belle Katrina, dont il est tombé amoureux, et Crow sait qu'après la chasse au roi des vampires, Valek, il devra se lancer à la poursuite de son ami. On pense aussi à La prisonnière du désert de John Ford, avec la relation qu'a John Wayne et les Comanches qu'il déteste, et à l'instar de Natalie Wood, la fameuse prisonnière qui est devenue Squaw par force. Ici c'est Katrina, jouée par notre Laura Palmer de Twin Peaks, Sherry Lee, qui est tabassée et insultée en permanence par notre héros. Allez, réveille-toi. Tu m'entends, Poufias? Alors? Ben oui, ce sera pas la première fois. La musique composée par John Carpenter va nous servir un thème absolument excellent, Slayers, reprenant le style et la rythmique de celui d'Invasion Los Angeles. Étendue aride, et ce dès le générique, où une seule petite cabane en bois au milieu du désert trône. C'est là que va commencer le film, avec l'arrivée des chasseurs, et nous ne sommes pas prêts pour ce qui va suivre. Le but, choper les ghouls avec un carreau d'arbalète, accrocher à un câble pour les tirer vers le soleil pour qu'ils y brûlent. Ça hurle, ça saigne, ça s'accroche aux parois, ça tient à la vie. Ces vampires sont des animaux brutaux certes, mais veulent rester en vie à tout prix. Des plans de fondu enchaînés montrent que le massacre prend du temps, c'est dur, violent, et c'est génial. Jack Crow s'acharne comme son équipe, à la limite on se demande qui sont les méchants. En plus, la scène fout la trouille, ce qui est un bonheur. Un héros charismatique, il faut bien sûr un grand méchant, Valek, premier vampire et ancien prêtre à la recherche d'une croix qui pourrait lui permettre de marcher le jour. Pour Carpenter, il est un hommage au Dracula de Christopher Lee sur les films de la Hammer, sensuel et imposant.
Tout le monde se trahit dans le film, tout le monde se déteste, Croc insulte le père Guito en permanence et lui botte même le cul. Bref, personne n'est blanc ou noir, on est tous dans une zone de gris. Qui nous a doublés? Toi? Qui nous a piégés? C'était toi! Impossible par les massacres et morts violentes de ne pas penser à notre propre histoire, nos propres mots et assassinats perpétrés au nom d'un culte ou de la politique, ce qui revient au même. Ça n'a rien à voir avec les vampires de ciné. Les croix, ça marche pas. Ils deviennent pas chauves-souris. Si tu te fais un collier avec de l'ail, eh ben ils vont te baiser gentiment. Comme on dit dans le film, ici les vampires ne sont pas romantiques, il faut oublier tout ce que l'on a vu au cinéma. Ils ne se transforment pas en chauve-souris, ne dorment pas dans un cercueil, et l'ail et les croix ne marchent pas. Et selon Jacques Croc, ils ne sont pas homosexuels. En résumé, un anti-héros, une anti-pensée d'aujourd'hui. Ce sont réellement des animaux, ils ne parlent pas et sont plus féroces qu'un puma. Comme la chose de son The Thing, Valek veut vivre le jour, ce qui imposerait les vampires au monde en mode conquérant. La guerre serait très vite perdue. Sa fin nous rappelle le final d'ailleurs du cauchemar de Dracula de Terence Fisher, où Peter Cushing tirait les rideaux en faisant apparaître le soleil sur Christopher Lee. Tu ne peux téléphoner ou te moucher ou te torcher le fion que si je t'en donne l'autorisation, c'est clair? L'Église catholique qui est bien sûr mise à mal avec un cardinal sans foi ni loi de Dieu en tout cas, et sont même avec Valek les causes du début du vampirisme. Être immortel est un dilemme et on ne peut plus humain. Le film sera interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis pour le gore, la violence, surtout dans le verbe. Si tu me dis ce que tu sais, je te paye une bière et une pute pour la nuit. Si tu me le dis pas, je vais te défoncer la tronche. Et pour 20 millions de dollars de budget, rapportera 20 millions aux États-Unis. Les chiffres dans le monde ne sont pas clairs, mais approcheraient des 22 millions, ce qui en fait 42, dont 482 000 entrées en France et 2 millions d'entrées en Europe. Bref, un succès quoi qu'on en dise. Le film sortira d'ailleurs en première mondiale en France. Vampire marque bien sûr les retrouvailles de la famille Carpenter avec sa femme en tant que productrice, Sandy King, Jeff Imada aux cascades, Greg Nicotero au maquillage, Robin Michelle Bush au costume, Edward Washilka pour le montage et bien sûr le talentueux Gary Bekibe en directeur de la photographie, encore une fois fabuleuse. Au décor, c'est Thomas Walsh, se lâche entre western gothique pour notre plus grand plaisir. La grange, le motel et l'ancienne prison avec son ascenseur donnent un cachet parfait au film, même sur le choix des couleurs, et en plus ça fait flipper. Il fait tout construire pour mieux le détruire, d'où l'obligation de ne pas utiliser de décor naturel. Et qu'est-ce qui branle? Il va travailler en étroite collaboration avec Kibé pour la photo et l'éclairage des décors avec de nombreuses arches plus ou moins bien montrées. Il y a une croix. Walsh a créé la croix de Berzier d'origine byzantine et s'éclate à se dire qu'avec les images de synthèse qui sont déjà pleinement ancrées dans le paysage cinématographique en 1998, un homme comme John Carpenter qui décide de tout réaliser en direct pour avoir une authenticité sans pareil est absolument génial. Pour éliminer les vampires et éviter que le spectateur s'emmerde, il faut donc varier la façon de faire et les moyens de le montrer. De la couleur des flammes à la façon de les tuer, tout est mis en œuvre pour faire original. C'est Greg Nicotero donc qui va s'occuper des maquillages dont les scènes d'action et d'horreur vont être tournées et concentrées sur les 3 dernières semaines. La scène du motel et son massacre des mercenaires reste un moment fou de gore et de violence dont Carpenter signera ce passage avec des fondus enchaînés. Darrell Pritchett va s'occuper de la coordination des effets spéciaux et sera en charge de la fabuleuse explosion du motel. Le film sera simplifié, il devait montrer les vampires par exemple suspendus par les pieds. KNB et Nicotero vont donc se lâcher sur le sang, c'est le film le plus gore de Big John. C'est leur 4e collaboration après Body Bags, L'Antre de la Folie et Le Village des Damnés. Et Nicotero sera plus présent que ses 2 partenaires, puisque le tournage a lieu à Santa Fe, exigeant d'être loin de Los Angeles. Pour les explosions de vampires, c'est l'exemple de la combustion spontanée qui va être le plus utilisé.
Darrell Pritchett, Jeff Imada et Nick Otero vont ensemble concevoir les scènes et leurs différentes étapes pour élaborer ces moments inoubliables. La première étape est le cascadeur traîné et déjà en feu avec un liquide sur lui qui donne des flammes de couleur verte. La deuxième étape vient en lumière totale où l'on remplace avec un petit flash le cascadeur par une marionnette articulée comme dans le The Thing qu'il avait déjà réalisé et la fameuse scène de Windows qui brûle. Tu es ce que tu as fait, tu en as peur, car tu te sens inférieur. Un matériau proche du latex sera utilisé pour les maquillages des vampires et de la peinture pour les couleurs et les veines. 8 semaines de conception et 3 pour tout tourner, c'est peu, mais le travail est juste parfait. La goule avec le pieu dans la tête était une fausse tête de l'acteur avec poche de sang derrière, puis l'acteur remplace le maquillage avec un pieu rétractable. Le mercenaire, joué par Mark Booth Jr., coupé en deux par Valek, était un faux corps dont la tête était tellement réussie que Big John a pu s'attarder sur l'effet. Et c'est un hommage au film Shogun Assassin. Pareil pour le prêtre décapité, un acteur avec un coup en latex et du sang dessous. Katrina! Il a tué le prêtre! Et un raccord montage avec un mannequin. N'oublions pas la scène, bien sûr, où Jack Crow doit décapiter tous ses anciens collègues dans le motel. Une scène qui dure et qui est bien gore, avec un Big John qui utilise les fondus enchaînés pour exprimer le travail rébarbatif du bonhomme. Tout à l'heure, quand je t'ai botté le cul, ça t'a filé le gourdin? Le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? James Woods est l'acteur parfait pour incarner Jack Crow, capable de donner une dimension obscure à un personnage, et ce dès le Vidéodrome de David Cronenberg. Il est comme un Christopher Walken ou un Kurt Russell en Snake Plissken. C'est un acteur immense et trouble et qui explose dans les rôles de méchants au cinéma, mais joue rarement dans le fantastique. C'est ici son grand retour dans le genre depuis Vidéodrome. Bon, écoute-moi bien, sale enfoiré. Mon père a gardé un secret un jour. Il avait été mordu par un vampire. C'est un plaisir de le voir dans le premier rôle, et de plus sur un film de Big John, en chasseur de vampires, Van Helsing des temps modernes. Il est incorrect dans tous les sens du terme, un bonheur à voir, et il faut le dire, à écouter avec une version française aux petits oignons, que le grand Yves Régnier, notre commissaire Moulin national, a réussi de façon magistrale en rajoutant tout un tas d'insultes plus que drôles et bienvenues. Il est parfait en voix de Paul Hogan dans Les Crocodiles Dundee, parfois Tommy Lee Jones, notre regretté Fred Ward dans Remo sans armes et dangereux, et à la télévision il jubile en Rick Hunter. Bref, un comédien de doublage qui nous manque énormément. Ni à moi, ni à ma mère. Au bout de 5 jours, c'était un vampire. Et il a attaqué ma mère. James Woods, lui, sera bien sûr considéré au théâtre, puis c'est le film Tueur de flics d'Harold Baker, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, il jouait Max, Contre toute attente de Taylor Hackford en antagoniste de Jeff Bridges, Cat Size de Lewis Teague d'après Stephen King, Salvador ou Nixon d'Oliver Stone, Cop de James B. Harris d'après James Ellroy, Pacte avec un tueur de John Flynn, La manière forte de John Badham ou Le Casino de Martin Scorsese. J'ai été obligé de tuer mon propre père. Alors j'hésiterai pas à te tuer. Et j'en oublie, tant d'ailleurs que cela durerait 10 minutes. En 2017, 3 actrices vont l'accuser de comportement inapproprié et de prédation sexuelle. Il prend sa retraite illico presto et accuse Hollywood de l'avoir blacklisté pour ses opinions politiques ayant rejoint le Parti républicain en 2000. J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? Hein? Toujours brillant, même dans les films les moins bons, il explose et tient la dragée haute à tous ses collègues et acteurs, voire sauvant un film parfois grâce à une scène comme dans L'Expert avec Stallone. Il choisit ses scénars et ses réals, même si cela ne doit lui donner que des seconds rôles. Pour James Woods, les vampires sont les capitalismes ultimes, ils veulent tout comme les Américains. C'est ça, approche pour voir! Vas-y, mon père! Fous-toi de sa gueule! Hé, Valek! Je dirais que c'est pas ton jour de chance. Carpenter et Woods vont s'entendre à merveille et collaborer en sachant bien que s'il avait été plus jeune, Carpenter aurait été bouffé par l'acteur, capable, comme à chaque tournage, de s'approprier un film. James Woods improvisera beaucoup sur le tournage pour notre plus grand bonheur. Il va baffer, mais alors à foison, la pauvre Cheryl Lee, ce qui n'était pas prévu, et elle jouera le jeu. Je vais la voir, ce fils de pute. Tu peux marcher, hein? Réveille-toi. Tu peux marcher, salope? Tu viens avec moi. Son personnage est génial et la scène où il explique qu'il a dû tuer son propre père, vampirisé, après que ce dernier ait tué sa mère, en dit long sur la colère du bonhomme. Jack Crow est hargneux, ne cache pas sa haine, ne cache pas sa colère, c'est comme ça qu'on l'aime.
Cheryl Lee est donc Katrina, première victime de Valek dans le film, entre les jambes, façon bien inédite de mordre quelqu'un, et bien sûr très sexuelle, et qui va servir Crow pour ses liens psychiques avec Valek, et ainsi essayer de le débusquer. Elle est traitée comme un objet pendant tout le film, humiliée, nue, sans l'avoir demandé, et attachée et reste sans grand dialogue, amorphe se transformant lentement. Je te dis qu'elle n'a pas encore... Ouais, j'ai entendu. Crow vérifie régulièrement ses dents comme un veto celle d'un animal, elle n'existe plus pour lui physiquement. Elle est pour Carpenter la transition de l'humain en vampire. Regarde ce que t'as fait! Elle représente aussi la peur du sexe féminin dans un monde macho sans vergogne. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de réel gentil, mordant Montoya, elle foutra la merde entre nos deux personnages principaux quand l'amour tue. Sa filmographie va commencer bien sûr chez David Lynch dans son Sailor et Lula où elle y joue la bonne fée, puis son rôle le plus culte, Laura Palmer dans le chef-d'œuvre télévisuel Twin Peaks, toujours de David Lynch et de Mark Frost. Elle y joue aussi Madeleine Maddie Ferguson. Elle est doublée ici par Deborah Perret. J'ai encore un petit truc à dire. Essaie de te manier, le fion. Je suis nerveux quand t'es pas là. Daniel Baldwin est donc Montoya, ami et complice de Jack Crow, son bras droit. Il est l'un des frères Baldwin, le troisième de 6, dont Alec, William et Stephen font partie dans le monde des acteurs. C'est grâce à la série Homicide et son rôle de Beau Felton que Daniel va se faire connaître du grand public. Il joue aussi dans le LA Takedown de Michael Mann, téléfilm qui va inspirer Hit des années plus tard, et est un homme de main dans Harley Davidson et L'Homme au Santiago, joue dans le face-à-face de Karl Schenkel et héros malgré lui de Stephen Frears. Mais ça fait alors? Oui, ça fait 400 $ en tout. C'est votre copine? Non, tu vois bien que c'est ma mère. File-moi les clés. Que s'est-il passé après Vampire? Seul l'acteur le sait, mais on ne le retrouvera plus dans ce genre de production. Ce ne sont que des petits films, des direct-to-video ou des téléfilms. Mais ici, il est excellent, un meilleur ami de Jack Crow, donc c'est son soutien le plus important en tant que personnage et acteur. Baldwin sait que Woods est la tête d'affiche et lui un second rôle. Son personnage va passer par de nombreuses phases et de choix qui vont profondément changer le personnage et son amitié avec Jack. Ok, Katrina. Ouvre tes oreilles. Il va tomber amoureux de Katrina, terrorisée sur le lit, nue, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Son empathie envers elle est sincère, il la couvre avec la couverture, défait ses liens doucement, mais cela l'amènera dans l'horreur en étant marqué par une morsure qui lentement le fera basculer en vampire. Tu vas nous aider à le retrouver. Et on lui fera sa fête quand il dormira. Tu vas servir d'appât, ma belle. Je suis désolé. Il le dit lui-même, le travail avec John Carpenter fut pour lui un enchantement. Il trouve l'homme sage et très intelligent et il rigole beaucoup du nombre de gros mots dits dans le film, tout en pensant à la pauvre Cheryl Lee, seule femme entourée d'hommes machos qui ne parlent que de sexe. T'es sûr que t'as rien à me dire? Non, rien d'intéressant, je te jure. Mais de personnage aux blagues graveleuses, il va devenir un homme amoureux, un rôle qu'aucun acteur ne peut refuser. Une de ses meilleures scènes est celle où, une fois mordu par Katrina, Jack Crow revient au motel et Montoya doit lui mentir, alors qu'il est son meilleur ami. C'est joué en finesse par Baldwin et Woods la joue en mode suspicion, juste comme il faut. Lors du moment où Baldwin tire à l'arbalète pour sauver Crow attaché sur la croix, il devait être assis et un cascadeur devait s'occuper du tir. Baldwin va demander à Big John de le faire debout sur une Jeep roulant à 60 km/h avec en plus des figurants autour. Carpenter va miser 100 $ qu'il n'y arrivera pas, ainsi que Chris, le premier assistant réalisateur, soit 200 $, s'il y arrive en une seule prise. Non seulement ce sera le cas, mais en plus il va taper en plein milieu de la croix. Un tir parfait. Où que tu ailles, je te trouverai, je te traquerai et je te tuerai. Baldwin fera toutes ses cascades lui-même et va même aller jusqu'à se cramer le bras avec un briquet. Malgré la protection, il en aura des cloques. Le final, superbe et malheureusement inéluctable, dévie de ce qui avait été écrit au départ, une grosse engueulade entre les deux hommes, mais l'inverse sera tourné par un moment entre deux acteurs admirablement bien torchés et où ils se donnent à fond dans l'émotion. Vaya con Dios, mon frère. Un bonheur ici, et c'est Bernard Lano qui fait sa voix, celle de Dennis Quaid, Kevin Costner ou le frérot Alec Baldwin. Eh bien, espèce de drag queen sur le retour, viens te battre. Jack. Allez, on se bastonne et ensuite tu pourras me mordre le cul si t'en as envie.
Valek, donc un maître des vampires et némésis de Jack, est joué par Thomas Ian Griffith, que l'on a connu dans son premier film Karate Kid 3 en Terry Silver, rôle qu'il va reprendre dans la série Cobra Kai. Il joue dans Cul le Conquérant de John Nicolella ou Triple X de Rob Cohen et quelques films et téléfilms sans grande importance. Valek! Il est le premier vampire de l'humanité, un prêtre en disgrâce. Il parcourt le monde depuis 600 ans et est à la recherche d'une croix, la croix noire de Berzier, afin de pouvoir errer sur Terre, même en plein jour, et la conquérir comme il veut. Pour Griffith, travailler avec un grand réalisateur comme Carpenter est une aubaine, sa connaissance du cinéma l'impressionne. Il va auditionner auprès de Sandy King, Madame Carpenter à la ville et productrice, et sera impressionné par le réalisateur. N'ayant que peu de dialogue, tout passe par son physique impressionnant d'1,96 m. Il fera lui aussi nombre de ses cascades, même les plus dangereuses. L'une des scènes les plus impressionnantes sont celles du réveil des vampires enterrés sous terre. Un challenge pour l'acteur qui est claustrophobe. Cet exorcisme a transformé Valek en une créature morte qui continue à vivre. Un vampire. Tim Guinet est le père Adam Guito qui fait la liaison entre l'équipe de Jack Crow et le Vatican et est dépêché par le cardinal Alba. Il remplace le père Giovanni tué dans le massacre de l'hôtel. N'ayant qu'une connaissance théorique des vampires, il va apprendre sur le tas et même à coups de pied dans le cul. Jusqu'à devenir un collaborateur et une force pour Jack Crow. Je peux te poser une question. Quand t'as enfoncé le pieu dans le cœur du vampire... Ouais. On l'a vu dans Entre ciel et terre d'Oliver Stone, à l'épreuve du feu d'Edward Zwick, Blade de Stephen Norrington qui va tourner juste après, Iron Man 1 et 2 de Jon Favreau et un grand nombre de séries télé. T'avais le gourdin? La trique? Pardon? La gaule? Quoi? Le bambou? Et qu'est-ce qui te prend? T'es possédé par le malin? C'est Vincent Violette qui le double ici, il est la voix de John Turturro, entre autres. Lorsque nous vieillissons et que la mort est proche... Le cardinal Alba est joué par le grand Maximilian Schell, et c'est la surprise totale pour le spectateur. Il supporte la culpabilité de l'église catholique d'avoir créé les vampires, le fait de travailler avec Jack Crow, c'est quand même pas facile, mais aussi son envie de devenir à son tour immortel. Et je serai transformé en un de ses enfants. 45 ans de carrière pour les plus grands cinéastes et un palmarès de fou. Il fut acteur, réalisateur, producteur, scénariste, pianiste et même chef d'orchestre. Il obtiendra l'Oscar pour Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer et a des rôles iconiques comme celui de Top Capi de Jules Dassin qui inspira la série Mission Impossible ou pour les fans de science-fiction Le Trou Noir de Gary Nelson pour Disney. La vie éternelle. L'immortalité. C'est Jean Negroni qui fait ici sa voix. C'est une ordure, il faut le dire, on l'apprend à la fin aussi. Mais bon, ça se voit un petit peu, le personnage est génial. Et toi? Hein? Toi, tu t'en vas pas. Ouais. J'ai des projets pour toi. Mark Boone Jr., coupé en deux dans le motel, est un des mercenaires de l'équipe de Jack Crow. On le voit de façon très fugace dans 58 minutes pour vivre de Renny Harlin, puis Seven et The Game de David Fincher, Mort ou Vif de Sam Raimi, Armageddon de Michael Bay, Memento et Batman Begins de Christopher Nolan ou 30 jours de nuit de David Slade. Ouais, on tient une femelle, une petite gaule. On te la garde rien que pour toi, mon Toya. De même, Kari Hiroyuki Tagawa joue David Deyo. On l'a vu en gueule de cinéma dans de nombreux films comme Permis de tuer de John Glenn, Soleil levant de Philip Kaufman, Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, Le fantôme du Bengale de Simon Windsor ou Le Electra de Rob Bowman. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais emprunter ta caisse. Chut. T'as qu'à dire, mais oui, vas-y. Et enfin, en petit caméo, l'homme qui se fait voler sa bagnole, une Buick, c'est Frank Darabont, le réalisateur des Évadés, de La Ligne Verte, de The Mist, de Les Trois d'après Stephen King, et qui supervise la première saison de Walking Dead. Tu peux répéter? Bon, écrase, tu veux, ou je te fais un collier avec le peu de dents qui te reste du con, pas un geste! J'ai besoin de vacances, Jack. Quand est-ce qu'elle t'a mordu, Tony? Western fantastique, on aurait pu penser qu'Ennio Morricone aurait pu être aux commandes de la musique, mais John Carpenter sait ce qu'il veut et a déjà écrit le score dans sa tête. C'est un aspect créatif qu'il ne peut oublier ici et elle enrichit chaque scène en y donnant la fameuse touche carpenterienne qui en fait le film et que l'on est en droit d'attendre. Il fait une copie du film, l'emmène chez lui et commence à improviser la musique en regardant les images. Écrire sur partition, il ne sait pas faire, alors il la joue, l'imprime
en tête et la rejoue au mixage. Il travaille avec un groupe qu'il crée, les Texas Todd Lickers, où guitare électrique et riff composent du Carpenter pur jus et dont certains musiciens sont d'anciens Blues Brothers. Les thèmes au synthétiseur asymptomatique du bonhomme sont clairement dans l'ambiance désertique du film. Le score va sortir chez Milan et le Blu-ray de chez Twilight Time, bon épuisé depuis, nous permet d'avoir la musique complète isolée. Bref, un régal. Salut Jack. Vampire est le film de 1998 le plus fou et excitant. Bon, avec Titanic quand même de James Cameron, Carpenter est toujours attendu et sur le mythe du vampire plus que tout. C'est donc sa propre version de la horde sauvage, hyper violent, gore et drôle qui va nous asséner. C'est un grand John Carpenter avec un personnage en couleur comme on les aime chez lui. Du Napoléon Wilson de Assaut à Jack Burton, Snake Plissken ou John Nada, Jack Crow est le dernier d'une liste de héros superbes, tous alter ego de Big John. Il emmerde l'autorité, chie sur l'église et nous donne encore une fois une série B dont il a le secret. C'est une traque, au dialogue aussi épuré que possible et débarrasse le film des concepts de films de vampires classiques. Carpenter n'est pas là pour nous faire la leçon, mais pour nous démontrer qu'il est encore là, qu'il en a sous le pied et qu'il sait faire peur dès la première scène. Deux suites seront tournées, l'une en 2002 par Tommy Lee Wallace, et oui, l'ami de John, avec John Bon Jovi en héros, qui est loin d'être réussi, et un Vampire 3, la dernière éclipse du soleil de Marty Weiss, que je ne prendrai même pas la peine de regarder. Sec, brutal, sombre, les vampires fonctionnent et foutent la trouille, un gros film, pour moi un 7/6 de bonheur, dont l'apogée des idées du réalisateur se font tout au long du film, pas un instant de répit pour les chasseurs de vampires et leurs tracks. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je lui mets cette note parce que pour moi, c'est le dernier Carpenter qui vraiment m'a éclaté au sol. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Nous allons, comme d'habitude, en débattre dans les commentaires. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo et à l'apprécier. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt pour du gros lourd. Bye bye. Une gaule d'enfer. Surveille ton langage, padré, c'est pas bien ça.